Ah, c'est bon, tu peux aller. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass sur BigQuery et comment optimiser ses requêtes. Euh, 16 optimisations, il n'y en aura pas 16, il y en aura plus. Au début, j'en avais 16, mais après, j'ai arrêté de compter, j'en ai rajouté quelques-unes. Donc, c'est pas très important le nombre. Par contre, il y en aura beaucoup. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est que vous n'aurez pas forcément l'usage de ces 16-là demain. Je pense que réalistiquement, vous pourrez peut-être en utiliser une ou deux demain de façon activable. Le reste, je ne sais pas si ce sera une bonne chose de les utiliser parce que ça risque de compromettre la maintenabilité de votre base de code. Et donc, en réalité, est-ce que c'est forcément une bonne chose? Je ne suis pas sûr. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, merci à GroupBiz donc, qui porte cet événement, qui nous aide, et Mazloum. Alors, il y a plusieurs cofondateurs de GroupBiz dans l'audience. Et Mazloum, est-ce que tu veux dire deux mots sur ce qu'est GroupBiz? Oui, alors merci JB. Alors Groupe Biz, rapidement, on est un groupement de freelance tech. On est 200 adhérents actuellement dans la structure. Et en gros, Groupe Biz, rapidement, c'est deux volets. Un confort administratif pour les freelances. On leur fournit tous les services clés en main. Et aussi une communauté tech avec vraiment des experts. On regroupe des experts avec un bon mindset. On cultive les compétences. On fait des conférences, on fait des talks tous les mois. Donc en moyenne, ça va être deux, trois talks mensuels. Et donc, du coup, le principe de Groupe Biz, c'est de grandir ensemble, apprendre ensemble et aussi d'aider les freelances à leur trouver des missions intéressantes et améliorer leur employabilité. Voilà, en résumé. Après, si vous avez des questions sur Groupe Biz en fin de session, on peut en parler sans aucun problème. GroupBiz.fr. C'est ça. Ok, alors si vous me découvrez grâce à cette conférence, je me surnomme moi-même le data engineer sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que je cherche à me positionner sur un peu ces mots-clés-là, sur data engineering, sur GCP, BigQuery, mais aussi Python, Airflow, DBT, TechLead, DataOps, enfin bref, voilà. Et l'intérêt pour vous, c'est que du contenu comme ça, je vais continuer à en produire. Voilà. Et ce sera à chaque fois en français, pas d'anglais, c'est un choix éditorial. Voilà. On va pouvoir commencer sur. Est-ce que vous êtes chaud là? Faites des emojis là si vous êtes chaud pour découvrir des optimisations BigQuery. J'en entends pas beaucoup. Euh, Bon, j'espère quand même que vous êtes chaud. Avant de rentrer dans des trucs un peu compliqués, juste avant la conf, là, j'ai refait des slides parce que je me suis rendu compte que j'avais donné pas mal d'éléments peut-être un peu advanced. Et en fait, je me suis dit que ça manquait, que les bases étaient quand même importantes d'être rappelées et que c'était ça qu'il fallait d'abord regarder avant d'aller chercher des choses optimisées qui risquent de compromettre la maintenabilité de votre base de code. Donc le modèle de pricing BigQuery, il est assez simple. Il y a deux gros paramètres qui vont faire que vous allez payer, c'est le stockage des données, donc la quantité de données que vous stockez, et la quantité de données que vous lisez. Donc tout simplement, en fait, ça peut paraître évident, mais pour optimiser ces requêtes, il va falloir lire moins de données ou en stocker moins. Il y a une optimisation qui est assez facile à aller chercher quand on fait les premiers pas dans l'optimisation. Ça va être d'ordonner vos filtres dans les clauses where et join de celui qui élimine le plus de données au celui qui élimine le moins de données. Pourquoi? Parce que tout simplement, le moteur BigQuery s'attend à ce que vous écriviez ça comme ça. C'est voilà, c'est lié à BigQuery et à son moteur interne. Donc là, j'évacue tous les points, on va dire, tous les gros points. Vous inquiétez pas, après, il y aura du contenu un peu plus advanced. Mais évidemment, quand on a dit d'éviter de lire des données, on bannit le select étoile. Enfin, du moins, on l'évite. Il y a des cas où c'est intéressant, mais la plupart du temps, on veut sélectionner des colonnes uniquement celles qu'on veut utiliser. Et puis de toute façon, en fait, c'est plus maintenable d'écrire de ne pas écrire select étoile, c'est plus maintenable d'écrire chacune des colonnes spécifiquement. Une des premières choses sur lesquelles vous allez tomber quand vous allez ouvrir la doc BigQuery pour optimiser vos requêtes, ça va être d'utiliser des partitions. Donc partition,
Ce que je voulais rappeler pour ceux qui utiliseraient ça de façon un peu abstraite, c'est que les partitions, en réalité, ce que vous avez, c'est une table, mais sous le capot, en réalité, c'est comme si vous aviez plusieurs tables. C'est ça le modèle mental que vous avez besoin d'avoir pour utiliser des partitions. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que les partitions doivent avoir une petite cardinalité, c'est-à-dire qu'en gros, vous devez avoir un petit nombre de valeurs distinctes sur la colonne que vous partitionnez. Et souvent, les partitions, c'est la date. Voilà, globalement. J'ai trouvé une source, enfin, en gros, sur le canal YouTube de Google, il y a une développeur advocate qui dit que, selon elle, on devrait utiliser à peu près 1 giga par partition. C'est-à-dire que, en fonction de votre volumétrie, vous devriez utiliser, enfin, vous devriez partitionner. Par exemple, si vous avez des données qui arrivent tous les jours, si vous avez 100 mégas qui arrivent par jour, et bah, peut-être que ce que vous devriez faire, ce serait partitionner tous les mois, parce que ce serait plus proche de l'ordre de grandeur 1 giga. Je ne sais pas trop quoi penser de cette recommandation. Je pense que c'est parce que elle s'adresse à un public qui a qui a tout simplement beaucoup de données, de l'ordre du téraoctet peut-être, et que bah, dans ces cas-là, avec une petite cardinalité sur les dates, c'est plutôt l'ordre de grandeur du gigaoctet. Maintenant, je pense qu'une partition, ça fait jamais trop de mal de l'utiliser, sachant que la limite en fait minimale de données que vous allez payer pour une requête, c'est 10 mégaoctets. C'est-à-dire que si vous faites une requête qui ne va lire que 10 kilooctets, en fait, vous paierez quand même pour 10 mégaoctets de données lues. Donc en réalité, je ne sais pas trop quoi penser de ça. J'ai tendance à penser que les partitions, on peut les utiliser, peu importe bah voilà, la volumétrie que vous avez sur le champ partitionné. L'autre gros morceau pour pouvoir optimiser ces requêtes, c'est de clusteriser la table, de, de dire à BigQuery, bah, je veux que ce champ-là soit clusterisé. Donc les clusters et les partitions, dans les deux cas, ça aide le moteur à lire moins de données. C'est-à-dire que si vous faites une requête qui a un filtre sur ce champ-là, enfin, sur le champ partitionné, bah, BigQuery ne lira que les données qui sont associées à cette valeur, et tout le reste ne sera pas lu, ce qui limite énormément les coûts. Les clusters, c'est un peu pareil, c'est juste que le mode de fonctionnement est un peu différent. C'est un peu comme un arbre binaire ou comme un index. Donc vous avez des données qui sont dans des blocs de mémoire différents en fonction de leur valeur. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de nommer le champ que vous voulez clusteriser. Et derrière, le moteur de BigQuery se charge d'équilibrer les blocs. Cela dit, voilà, un peu comme les partitions, vous avez quand même pas grand intérêt à clusteriser des champs qui sont très petits. Et je lisais un post Stack Overflow où, alors je ne sais plus exactement la source, mais en gros, ça avait l'air d'être une source assez sérieuse qui disait que il faut compter à peu près 100 mégas minimum par cluster. Euh, enfin, non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut compter à peu près. Enfin, en gros, dans chaque bloc de mémoire, vous aurez à peu près 100 mégas minimum. Donc, si votre table voilà, fait moins que 100 mégas, bah, en fait, ça n'aura. Enfin, vous aurez un champ clusterisé, mais vous n'aurez qu'un seul bloc mémoire, ça n'apportera rien, quoi. Une petite subtilité qu'on peut ajouter sur cluster et partition, c'est que pour des volumétries qui sont très, 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 très grandes, on peut partitionner et clusteriser un même champ. Alors, je pense que ça doit être des cas assez niches, mais c'est possible de le faire. Et typiquement, bah, la partition va d'elle-même, enfin, sur un champ date par exemple, la partition va être appliquée sur le jour et le cluster va être appliqué sur, par exemple, l'heure. Bon, ça reste des cas assez niches sur des volumétries assez énormes. Là, on entre dans le. Donc là, c'était les rappels, hein, partition, cluster, lire moins de données possibles. Là, on entre dans les techniques un peu plus, enfin les choses un peu moins évidentes, disons, qui sont plus difficiles d'accès, qui demandent un peu de compréhension du moteur BigQuery. Le cache, ça c'est quelque chose dont j'entends assez peu parler, mais en réalité, ça a l'air assez puissant parce que
chaque requête que vous écrivez qui renvoie un résultat de moins de 10 gigaoctets va être écrite sur le disque et elle ne sera pas les résultats ne seront pas supprimés immédiatement. Vous pourrez continuer de lire ces résultats en exécutant la même requête pendant 24 heures. Et ce qui est intéressant avec le cache, c'est qu'il est extrêmement rapide d'accès et vous ne payez pas pour relire ces mêmes résultats. Il a quand même quelques contraintes d'utilisation, c'est que vous devez exécuter exactement la même requête. Si vous mettez un espace en plus, bah, ça ne marche pas. Si vous devez avoir forcément le même service account qui utilise... en gros, chaque service account a son propre cache, c'est pour des raisons de sécurité. Évidemment, si vous écrivez des données dans la table depuis que la requête a été exécutée, bah, le cache sera inutilisable. Si vous avez un connecteur de streaming branché sur cette table, même si aucune donnée n'a été insérée depuis, vous ne pourrez pas utiliser les caches non plus. Il y a quelques contraintes pour utiliser ce cache, mais si vous êtes dans les bonnes, si vous créez les bonnes conditions pour l'utiliser, c'est super intéressant parce que vous avez pendant 24 heures autant de requêtes que vous voulez à rejouer et vous payez absolument rien. Oui, il y a un cas aussi qui ne fonctionne pas avec le cache, c'est lorsque dans votre requête, il y a quelque chose qui fait que la requête, qu'on ne peut pas connaître, il y a un élément dont on ne peut pas connaître la valeur à l'avance. Par exemple, la fonction current timestamp, on ne peut pas connaître sa valeur à l'avance, donc de base, elle n'est pas cachée. Les deux usages que j'identifie pour le cache, pour pouvoir vraiment faire un gros effet de levier, le premier, ce serait dans un dashboard, d'écrire typiquement en Looker ou n'importe quoi, d'essayer d'éviter d'écrire les requêtes en utilisant la fonction current timestamp. Ce qui fait que les utilisateurs, en arrivant sur la page de chargement par défaut du dashboard, eh ben, vont tous utiliser le cache. Et ça, je pense qu'il y a un vrai truc à aller chercher sur pas mal de dashboards. Et le deuxième grosse façon d'exploiter ce cache que je vois, c'est bah, justement d'essayer d'exploiter cette rétention de 24 heures et en fait se dire que 24 heures, bah, en fait, c'est typiquement la durée, l'intervalle entre deux insertions en batch. Dans la data, vous avez pas mal d'équipes qui vont se focaliser sur le streaming et d'autres qui vont se focaliser sur le batch. Honnêtement, le streaming, j'ai l'impression qu'il y a des fois pas forcément besoin, ou alors par exemple, on va dire, ah bah non, on veut des données toutes les 6 heures, etc., etc. Oui, des fois, il y a des cas, mais au maximum, si vous pouvez utiliser ça, ou alors éventuellement créer deux tables, une table avec des données fraîches et une table avec des données moins fraîches. Et l'avantage de cette table avec les données moins fraîches, bah, c'est qu'elle utilise le cache. Donc ça, c'est le cache. Comme je le disais, pour pouvoir si vous appliquez une fonction, par exemple, random, bah, du coup, le cache est inutilisable. Là, ce filtre-là, random inférieur à 2, c'est équivalent à true, parce que random renvoie une valeur entre 0 et 1, donc c'est toujours vrai. Par contre, ça désactive le cache. Et ce genre de requête, ça va vous aider si vous voulez faire n'importe quel diagnostic de performance. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai fait dans le talk, vous allez voir, j'ai fait des tests de performance. Si vous voulez les refaire aussi, il faut que vous activiez le cache. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Vous allez faire des requêtes, vous allez avoir des fois des résultats extrêmement rapides, et puis vous allez rajouter un espace parce que vous allez modifier votre requête, et tout d'un coup, des résultats vont être très très lents, et vous n'aurez aucun bon résultat. Donc voilà. Donc là, c'est super important si vous voulez tester vos optimisations, il va falloir le supprimer. Et en fait, ça, c'est tout simplement la façon la plus simple que j'ai trouvé que je trouve de le supprimer. Vous pouvez ici le supprimer via l'API BigQuery avec un paramètre dédié. Le BigQuery BI Engine, c'est un terme un peu marketing, hein, le BI Engine. En réalité, c'est une fonctionnalité qui existe dans BigQuery et c'est un cache un peu plus élaboré en réalité. Comment fonctionne le BI Engine? Donc évidemment, on peut penser que c'est pour des use cases BI, c'est pour des use cases dashboard, c'est pour afficher de la donnée. Comment ça se passe?
vous configurez une zone qui doit être la même zone que les datasets dans lesquels ce cache va fonctionner. Vous configurez une quantité de cache qui est de la RAM. Évidemment, cette quantité de cache est liée à un prix et ça coûte assez cher, j'ai l'impression. Ensuite, vous définissez ou non des tables sur lesquelles ce cache doit tourner. Si vous ne le faites pas, BigQuery va de lui-même trouver les meilleurs ratios que lui pense être les meilleurs, quoi, et vous laissez tourner. Et en gros, à chaque fois que vous allez faire une requête, eh bien, tout à l'heure, je disais que chaque requête va être écrite sur disque de façon à pouvoir être retrouvée. La limite, ça va être 10 gigaoctets par requête de résultats sur le disque. Et ben, le BI Engine, ça va être en RAM que les résultats temporaires vont être écrits. Donc ce sera beaucoup plus rapide pour accéder aux données. L'écriture disque, dans BigQuery, en fait, BigQuery, il y a toute une... c'est un peu comme un iceberg, quoi. Vous, ce que vous écrivez, c'est des requêtes SQL. Et derrière, il y a énormément de choses. Et dans les paramètres qui vont augmenter le plus la rapidité, avec un gros effet de levier, quoi, ça va être d'éviter d'écrire des résultats sur le disque. Et vous allez le voir, il y a dans les requêtes BigQuery découpe en différents stages chacune des requêtes. Et voilà, en gros, éviter d'écrire sur le disque, ça va énormément accélérer vos requêtes. C'est pour ça que le BI Engine, lui, utilise de la RAM pour cacher les résultats. Alors là, on change un peu de sujet, mais c'est vrai que ça, typiquement, ça c'est pour les data scientists qui écrivent dans leur notebook des requêtes BigQuery. Là, j'ai fait un petit script pour mettre en évidence ce que je voulais montrer avec les jobs, avec l'asynchrone, avec les requêtes asynchrones. J'ai écrit, donc tout simplement, j'utilise le SDK fourni par Google pour faire des requêtes à BigQuery. Je crée un client, c'est basique. J'écris une requête. À la limite, la requête, elle n'est pas très importante. Juste, là, j'utilise rand inférieur à 2 dans ma requête pour bien être sûr que j'ai pas le cache qui va être utilisé. Et une boucle for, donc j'exécute 3 fois ce code. J'exécute 3 fois cette requête. Sauf qu'à chaque fois, je fais la requête et j'attends son résultat. Je fais sa requête, j'attends son résultat. Ensuite, j'utilise Timeit ici. Alors, en gros, ceux qui ne connaissent pas Timeit, globalement, ce qui se passe, c'est que j'exécute N10, j'exécute 10 fois ce script-là, et j'ai 13 secondes par exécution. Maintenant, autre scénario, j'ai exactement la même requête, j'ai exactement la même chose, sauf que en fait, je vais juste lancer le job en asynchrone et je vais ensuite le récupérer. Bah, du coup, je gagne 40% de temps d'exécution. Donc ça peut être intéressant quand vous avez plein de requêtes à exécuter typiquement sur un notebook ou je ne sais pas exactement où. Bah, en fait, vous pouvez. En fait, l'interface de BigQuery, elle est assez contre-intuitive parce que vous écrivez du SQL, vous l'exécutez, ça tourne et ça vous renvoie le résultat. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous exécutez une requête, la requête, c'est un job qui est lancé. Et si la requête prend, je ne sais pas moi, 4 heures, vous pouvez très bien récupérer son job ID pour vérifier son statut. Et la plupart du temps, on n'utilise pas ça, on utilise juste BigQuery en mode synchrone, on fait une requête, on attend son résultat. Ce que je voulais montrer avec ça, c'était que en réalité, ce sont des jobs dont vous pouvez récupérer avec l'ID l'état au fur et à mesure de l'avancement. BigQuery Workload Tester, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que vous pouvez trouver sur GitHub qui permet de tester la concurrence de vos requêtes et de moduler cette concurrence. Alors, je pense que c'est des cas assez niches, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, cet outil peut être utilisé pour essayer de voir à quel point est-ce que des requêtes envoyées en parallèle, en concurrence, jusqu'à 50 requêtes en même temps, vous pouvez envoyer, vont avoir comme impact sur les performances. Et ensuite, donc vous pouvez vous arrêter là et tester, voilà, j'envoie 50 requêtes d'un coup, combien de temps ça prend en plus qu'une requête à la fois. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser la fonction de modulation de la concurrence de cet outil qui va
bah, du coup, passer de 50 requêtes 50 requêtes à la fois à, je sais pas moi, 10 requêtes à la fois et voir bah, le résultat sur la latence que ça, enfin l'impact sur la latence que ça. Voilà, c'est un outil pour des cas assez niches. J'en dis pas plus. Ça, c'est assez intéressant. Les types dans BigQuery, c'est quelque chose qui est pas forcément. Enfin, en tout cas, j'entends personne en parler. Euh, En gros, quand vous avez l'occasion de faire une comparaison sur une clause where ou join, il vaut mieux éviter de comparer sur une string et de comparer sur n'importe quel autre type que le type string. Bon, tout simplement, c'est lié à la façon dont les strings sont représentés en mémoire, hein. Une string, c'est en général beaucoup d'octets, et donc ça coûte cher à comparer. Tandis qu'un entier, ça va être un bloc assez court d'octets. Alors, pour essayer d'objectiver à quel point est-ce que les types, bah, ça augmente les perfs, j'ai créé des données de test. Ces données, j'ai créé 4 tables, 2 tables avec des strings et 2 tables avec des entiers. Tout simplement, j'utilise, voilà, je génère, en gros, j'ai une table avec un seul champ, le champ ID, qui contient des valeurs de 1 à 1 million. Dans un cas, c'est des strings, et dans l'autre cas, c'est des entiers. Voilà, c'est pas très compliqué comme cas de test. Je reprends un peu comme tout à l'heure mon script et j'ai cette requête. Voilà, tout simplement, je fais une jointure, hein, c'est vraiment pas compliqué, je fais une jointure. Je pense bien à désactiver le cache. Cette fois, j'exécute avec timeit 100 fois ce script-là et j'obtiens voilà, 1 seconde 88 par boucle. Même cas avec des entiers, et ben, on a quand même 20% de différence. 20%, c'est quand même pas mal pour juste un type string ou entier, sachant que les valeurs sont les mêmes. Maintenant, est-ce que ça vaut forcément la peine dans ces pipelines de caster ces strings en entier pour pouvoir gagner en vitesse? Ben, je ne pense pas parce que bah, des ID qui sont sous forme de string, même si la string n'a que des caractères numériques dedans, bah, en fait, c'est un cas d'usage valable. Vous avez peut-être un data architecte qui a décidé que il fallait être compatible avec des strings pour le futur, ou on n'en sait rien en fait, mais il vaut mieux quand même. Enfin, c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir forcer cette optimisation. Cette optimisation, elle est là plus par opportunité. Si vous avez le choix entre un type string ou un type int, bah, plutôt le type int. Euh, voilà, mais il faut pas forcément. En fait, il faut quand même que votre requête reste précise. C'est ça le plus important après, enfin, avant les performances. Autre élément de performance, ce qu'on appelle le data skew. Enfin, c'est lié au data skew. Le data skew, c'est quelque chose, c'est tout simplement le fait d'avoir des données qui sont à une distribution qui n'est pas équilibrée. C'est pas forcément un problème en soi, hein, tous les datasets sont à peu près, enfin, la plupart des datasets sont très skew, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'avoir un skew, ça peut surcharger des workers. En gros, BigQuery, pour être capable de processer beaucoup de données et de scaler ce processing à des valeurs très hautes, découpe tout le travail dans des petits workers. Et ben, il y a certains cas dans lesquels vous pouvez surcharger des workers en lui donnant trop de données sur lesquelles travailler, alors qu'un autre worker n'aura pas beaucoup de données. Et donc, tous les workers vont devoir se mettre à attendre celui-ci pour pouvoir continuer la suite du processing. Pour mettre en évidence ça, je crée un jeu de données de test. Donc, je crée une table qui s'appelle skew, dans laquelle j'insère 100 000 valeurs que j'ai appelées tag ici. Et après, j'en rajoute 300 000, enfin 100 000 valeurs différentes. Et après, j'en rajoute 300 000 qui sont identiques. Alors, juste pour vous montrer, parce que là, c'est pas forcément évident de comprendre ce que je fais ici. Voilà, BigQuery. Je voulais juste vous montrer. Donc, en gros, là, la fonction SHA-512 appliquée à la chaîne de caractères 1, ça me renvoie juste, enfin, c'est un hash en gros de 1, mais ça renvoie beaucoup de données. Et après, si on applique la fonction repeat 10
sur cette valeur, bah, ça crée juste une grosse chaîne de caractères. C'est ce qu'on voit ici dans mes requêtes. Donc, SHA-512 un hash de la valeur et juste repeat pour amplifier la quantité de données. Le seul intérêt que j'ai de faire ça, c'est juste de générer assez de données assez de données qui vont peser assez lourd pour que l'exemple puisse fonctionner de surcharge de worker. Donc on le rappelle, 100 000 valeurs différentes et 300 000 valeurs identiques. Et ensuite, je fais tout simplement une opération d'agrégation sur ces données pour mettre en évidence le skew. Et puis, en fait, évidemment, j'essaye de créer une array, donc une liste d'éléments avec 300 000 valeurs. Et évidemment, BigQuery me dit que ça surcharge le worker. Là, je mets en évidence le skew avec une surcharge en RAM, mais vous pouvez aussi avoir des skews qui sont plus difficiles, on va dire, à créer avec des données synthétiques comme ça. Vous pouvez avoir des skews sur la capacité de calcul, et donc le temps de la requête. Notamment, par exemple, si vous faites un group by, vous allez avoir un worker qui va s'occuper de toutes les valeurs. Par exemple, si vous faites un group by et qu'il y a 4 valeurs 1, 2, 3, 4, vous allez avoir un worker qui va s'occuper de toutes les valeurs 1, par exemple. Comment on fait quand on est face à un cas de skew? Il y a 3 options. La première, c'est de limiter les données que vous traitez. La seconde, c'est ce serait en fait d'éviter de faire cette requête, c'est-à-dire en gros de changer le group by, mais donc de renoncer à ce que votre PO vous a demandé, d'écrire autre chose, enfin voilà, de contourner le problème. Et autre solution, ce serait de faire un group by en 2 temps. Donc par exemple, si vous avez des données de vente en France et au Japon, et vous pouvez et que évidemment la France a beaucoup plus de ventes que celle du Japon, eh bien vous pouvez faire un group by country. Enfin, si vous faites un group by country seulement, vous allez surcharger le worker qui va calculer les données françaises. Par contre, si vous faites un group by country et département, déjà, ce sera beaucoup plus parallélisé, ça va beaucoup plus se répartir et ce sera plus rapide. Et ensuite, vous faites un group by country avec une moyenne pondérée. Donc le skew, c'était un peu technique. J'espère que j'ai été assez clair. Le shuffle, ça fait partie des points les plus corsés de la presse. Donc, si vous découvrez BigQuery ou quoi, tenez bon. Après, il y a des trucs qui sont plus simples et tout à comprendre. Là, on est vraiment sur les points les plus corsés. Le shuffle, c'est quelque chose, c'est une opération que vous retrouvez sur Spark. C'est la façon dont vous devez programmer vos pipelines. Enfin, vous devez penser en fait à la façon dont les données vont être emmenées d'une étape à une autre dans la requête, pour pouvoir appliquer chacun des group by ou chacune des opérations d'agrégation. Mais quand on utilise BigQuery, on n'a pas à s'en soucier. Quand on utilise BigQuery, on a juste à exécuter du SQL et BigQuery fait le shuffling pour nous automatiquement et voilà, il trouve les façons d'optimiser ça. Par contre, donc en réalité, on n'a pas forcément besoin de comprendre ce que c'est que le shuffle, et c'est pour ça que je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'un shuffle. Je vais juste vous montrer visuellement des allures de charge, et on va voir comment ça peut se répercuter sur nos requêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le shuffle, vous pouvez avoir 2 types, ce qu'on appelle le hash join et le broadcast join. En gros, le hash join, c'est quelque chose qui doit être utilisé pour pouvoir découper de cette façon-là quand vous avez 2 grosses tables à joindre. Le broadcast join, c'est une façon plus rapide et plus efficace de faire une jointure, mais ça demande une chose, ça demande qu'il y ait une table qui soit suffisamment petite pour pouvoir l'envoyer en RAM dans chacun des workers. Tandis que là, on doit passer par le disque. Et tout à l'heure, on a dit que en général, tout ce qui était en RAM, c'était beaucoup plus rapide que ce qui était sur le disque. Il y a aussi des histoires de calcul ici. Il n'y a pas que le disque, mais en gros, si on peut réussir à faire des broadcast join, ça va être plus intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter qu'on est sur un cas de broadcast join ou de hash join? Si vous ouvrez l'onglet
execution, on va l'ouvrir tout à l'heure, hein, mais si vous ouvrez l'onglet execution details, je crois, vous pouvez le détecter avec ce mot-clé. Donc each with each, ou alors join each with all. Et la condition approximative selon laquelle BigQuery va décider l'un ou l'autre, c'est si vous avez à peu près 150 mégas enfin, votre donnée, si vos données de votre petite table pèsent 150 mégas ou moins, parce que dans ces cas-là, les workers qui ont à peu près 1 giga de RAM de BigQuery vont pouvoir absorber tout ça en RAM. Et sinon, si BigQuery se rend compte que c'est pas possible, il va devoir faire un hash join. Alors, pour essayer de mettre en évidence ce phénomène, j'ai créé une table qui s'appelle test join, dans laquelle je crée 2 colonnes cette fois, une colonne ID et une colonne V avec une valeur qui, comme tout à l'heure, en fait, c'est de la donnée amplifiée, c'est juste pour générer beaucoup de données pour avoir plus que 150 mégas. Et ça, 1 million de fois. Ensuite, je fais une requête qui va faire une jointure. Enfin, en gros, je fais une jointure sur la même table et je prends plus que 250 000 lignes en activant le cache. On se retrouve avec, dans l'onglet Execution Plan, on se retrouve avec cette allure. Et en fait, cette allure-là, ça, c'est le hash join. Par contre, si on prend un seuil plus bas, si on prend moins que 150 mégas à peu près par requête, ben, on se retrouve avec une autre allure. Et pour le coup, j'ai essayé d'objectiver ça avec des chiffres, c'est-à-dire en gros de trouver un delta de performance dans l'exécution entre un hash join et un broadcast join. Je n'ai pas réussi à le trouver, donc en gros, j'ai essayé d'exécuter ces requêtes avec timeit des centaines de fois, et le problème, c'est qu'à chaque fois, je tombe sur des temps qui sont équivalents. Donc, ça fait un peu, malheureusement, c'est pas une fin géniale pour ce concept de la différence entre les hash join et les broadcast join. J'ai creusé, j'ai pas réussi à trouver. Je sais pas si c'est parce que mes données sont trop synthétiques et c'est des cas qui sont pas réels. Donc, je vous invite à tester, à essayer d'identifier, voilà, each with each et each with all. L'idée, c'est que si vous arrivez à passer sous un certain seuil de données, vous pouvez tomber sur des cas de broadcast join. Maintenant, est-ce que ça va vraiment augmenter les performances, enfin le temps de réponse? Eh ben, je sais pas. J'ai pas réussi à le mettre en évidence. Par contre, ce que j'ai réussi à mettre en évidence, c'est cet arbre de query plan qui, sur le papier, est censé être plus rapide. Et de toute façon, en fait, ce que je viens de dire là, en réalité, c'est vrai que c'est sympa d'aller chercher le broadcast join avec moins de 150 mégas de données. Maintenant, même si on n'arrive pas à aller chercher ce broadcast join, de toute façon, réduire la quantité de données avant un join, c'est de toute façon une optimisation à faire. OK. Un peu plus simple, on revient sur des choses un peu plus simples. La dénormalisation, c'est tout simplement une technique de data modeling qui, plutôt que d'avoir les données à chaque fois à un seul endroit et à un endroit unique, eh bien, on tolère en réalité de mettre des données de dupliquer des données dans plusieurs tables. Et pourquoi? Pour éviter de faire un join. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a vu ce que ça pouvait apporter de réduire les données dans un join. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est en fait, de dire, bah non, en fait, je veux éviter de faire un join parce que là, par exemple, on peut voir sur un execution detail que la plus grosse partie du temps sur cette requête-là, c'était le join en réalité. Donc dénormaliser la table, ça va effectivement coûter plus cher en stockage. Ça va demander plus de données, ça va demander à plus de données d'être stockées, mais ça risque d'augmenter le temps avec lequel euh, le temps de réponse, quoi. Alors attendez, parce que ouais, là je voulais en profiter parce que comme on est sur cette partie-là, là, sur l'onglet Execution Detail, j'avais promis dans l'annonce de la conférence que je ferais
que j'ouvrirai l'onglet Execution Detail. Donc, ouvrons-le. Là, j'exécute tout simplement une requête assez bidon, quoi. C'est à peu près, c'est juste un join tout simple. Ok, j'ai des résultats. Ah oui, bah alors, je l'ai exécuté juste tout à l'heure. Donc là, le cache s'est activé et j'ai, en fait, j'ai where rand inférieur à 2. Hop. Donc je désactive le cache. Et voilà. Execution detail. Comment est-ce qu'on lit ce truc-là? Eh bien, donc la colonne wait, je la garde pour plus tard. Je commence par la colonne read et la colonne write. Donc tout simplement, on a dit que pour optimiser ses performances, il fallait essayer au maximum d'éviter de lire des données au début, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez optimiser une requête, vous allez pouvoir savoir est-ce que c'est parce que vous avez trop de données que vous perdez du temps, ou alors est-ce que c'est parce que vous avez trop de calculs. Sachant que la lecture des données initiales, vous avez souvent une opération d'agrégation ou quelque chose qui transforme les données, et ensuite ces données, il va falloir les écrire. Donc, c'est pas uniquement le fait de limiter la quantité de données lues au début. Ça va effectivement limiter votre facture BigQuery parce que ce que vous payez, c'est la quantité de données lues sur la ligne de départ. Mais durant la course, durant la requête, vous allez avoir chacun des stages qui va écrire les données pour que le stage suivant puisse les lire. Donc, encore une fois, opération coûteuse, et les écrire et les lire. Si vous avez suffisamment peu de données, vous allez pouvoir vous en sortir dans cette opération d'écriture avec la RAM. C'est-à-dire que BigQuery va d'abord essayer de stocker les résultats intermédiaires entre chacun des stages en RAM. Et si vous dépassez, là pour le coup, j'ai pas la valeur, mais si vous dépassez, ça va devoir être écrit sur disque. Il y a juste un cas dans lequel vous ne pouvez pas éviter l'écriture sur disque, c'est le dernier write ici. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est la façon dont BigQuery se sert. C'est comme ça que le cache BigQuery fonctionne. C'est parce que vous avez écrit sur disque les résultats dans le dernier stage que vous pourrez les retrouver plus tard. Donc read et write, d'ailleurs, c'est la quantité totale, je crois que c'est celle-ci là, c'est bytes spilled to disk. Donc évidemment, faire tendre cette valeur vers 0, ça va augmenter les performances. Ça va pas forcément diminuer le coût, puisque le coût, c'est uniquement les données lues à la base. Et la colonne compute, donc là, en fait, c'est toutes les opérations, toutes les fonctions SQL que vous avez, ça va être les regex, ça va être les agrégations, les sorts, tout ce genre de choses. Bytes shuffle, c'est un indicateur de performance qui est, comme on l'a vu, c'était lié aux jointures. Donc en gros, c'est si vous voulez faire tendre cette valeur vers 0, ça va être grâce aux jointures. Vous avez aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est la différence entre average time et maximum time. Donc là, c'est à peu près la même chose parce que c'est une requête qui est assez simple. Il me semble, mais là, on frôle un peu la limite de mes connaissances sur le sujet. Il me semble que la façon de lire la différence entre average et maximum va vous donner une indication sur à quel point vos données sont skew, à quel point vous avez un skew dans vos données. Parce que si vous avez un compute average qui est, je ne sais pas, à 1 seconde et un maximum à 10 secondes, c'est probablement que vous avez des données de la France qui sont beaucoup plus grosses que celles du Japon, quoi. Dernier élément, le weight. Alors, pour pouvoir expliquer le weight, j'ai besoin juste de m'assurer que tout le monde connaisse le concept de slot sur BigQuery. Parce que la plupart du temps, en réalité, d'après ce que j'ai pu voir, les entreprises qui utilisent BigQuery n'utilisent pas cette fonction de slot. C'est juste le modèle de pricing de BigQuery qui vous permet soit de payer à la demande vos requêtes, c'est-à-dire que vous payez en fonction des données que vous lisez, ou alors vous payez des workers, des slots que vous avez à disposition et que vous pouvez utiliser ou pas. Donc c'est souvent le slot, c'est le flat rate pricing.
Donc vous avez un pricing voilà, en fonction du nombre de slots réservés. Si vous n'utilisez rien, bah, vous payez quand même, mais au moins, vous n'avez pas de surprise de facture à la fin du mois. Et ensuite, vous utilisez tout ce que vous voulez. Et si vous dépassez, eh ben, ça va générer de l'attente. En gros, si vos collègues utilisent les slots pour exécuter des requêtes, utilisent des workers pour exécuter les requêtes, vous ne pourrez pas les utiliser. Alors, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Et donc, le wait va augmenter à cause de ça. C'est, à ma connaissance, la plus grosse, la raison la principale pour laquelle vous risquez d'avoir du wait. Et vous pouvez aussi avoir du wait si vos données sont skew, c'est-à-dire si vous avez un worker qui a terminé son travail mais qui doit en attendre un autre, et ben voilà, il va y avoir de l'attente à ce niveau-là. Donc je referme la parenthèse sur l'onglet Execution Details. Je reviens sur le sujet dénormalisation. Donc on a parlé de dénormaliser ces tables, c'est-à-dire sur un modèle normalisé, on va avoir ce genre de structure avec une table item et une table inventory, et puis on va faire des jointures entre les tables pour retrouver les bonnes valeurs. Si vous dénormalisez vos tables, il y a un piège qui consiste à stocker en réalité les données de cette façon-là, donc de créer des lignes qui à chaque fois dupliquent toutes les données. Dans BigQuery, vous avez un super truc qui s'appelle les arrays, qui vous permet de créer une liste. Ça, c'est une liste d'objets dans votre schéma SQL. Et en réalité, ce modèle, c'est parce que vous allez avoir envie de lire sur cette colonne-là, de filtrer sur cette colonne-là pour lire ces données-là. Mais l'effet que ça va avoir, c'est que pour BigQuery, vous allez lire moins de données. Et comme on l'a vu, lire moins de données, c'est payer moins. Donc en réalité, c'est la raison pour laquelle, si vous dénormalisez vos tables, il faut plutôt essayer d'utiliser des arrays pour des raisons de performance. Même si cette syntaxe-là est en général plus facile d'accès, plus agréable à utiliser, eh ben, la syntaxe avec des arrays qui est un peu plus compliquée d'accès va augmenter les performances et va réduire la facture du fait des octets lus. Donc on a encore pas mal de points croustillants à voir, mais voilà, je voulais faire un petit intermède pour, voilà, pour rappeler que GroupBiz est un groupement de freelance et que vous pouvez en fait, bénéficier financièrement d'intérêt en fait, avec GroupBiz si vous êtes intéressé par l'apport d'affaires. Voilà. Donc GroupBiz rémunère à hauteur de 15 € par jour si vous présentez un profil par rapport à une offre émise par GroupBiz. Ou alors, si vous permettez à GroupBiz si vous apportez à GroupBiz des informations par rapport à une offre qu'il pourrait staffer sur un externe, eh ben, la prime est compte double. Je vous laisserai revoir les détails avec Mazloom ou les gens de GroupBiz. Deuxième page de publicité, et après, je vous promets, on revient à la presse. Juste pour vous dire que voilà, récemment, beaucoup de recruteurs m'ont contacté. Donc voilà, moi je suis pas disponible, mais il y a énormément de postes sur lesquels je peux vous mettre en relation. Donc voilà, c'est du Python Airflow, du Python GCP. Voilà, si ça vous intéresse, c'est beaucoup de CDI aussi. Là, il y a quelques offres freelance qui ont l'air aussi intéressantes. C'est beaucoup de CDI. Même si vous n'êtes pas dans ces offres-là et que vous recherchez du taf, pensez à me contacter. Peut-être que je promets rien, mais peut-être que je peux vous aider. Ou GroupBiz, évidemment, bien sûr. Contactez GroupBiz. Ok, on revient sur les optimes de performance BigQuery. Si un des points qu'on apprend assez rapidement quand on utilise BigQuery, c'est le batch. C'est d'insérer les données en maximum en batch plutôt qu'en streaming. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est pas forcément. Ce qu'on dit pas forcément, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que insérer ces données en batch plutôt qu'en streaming, ça augmente les performances? Alors, il faut savoir que insérer les données, c'est gratuit dans BigQuery. Enfin, c'est assez malin parce que en fait, ce que vous payez, c'est juste le stockage et la lecture. Par contre, vous avez
c'est totalement gratuit d'injecter autant de données que vous voulez dans des tables BigQuery. Par contre, il y a des façons de le faire. Il y a des façons de le faire qui peuvent détruire les performances, et notamment si vous insérez des données une par une ou ce genre de choses, parce que on va voir en fait le fonctionnement juste après. Mais en gros, c'est lié au moteur interne qui utilise des storage sets, c'est-à-dire des fichiers, enfin des ensembles de fichiers. Et plus vous avez d'ensembles de fichiers, plus vous avez de métadonnées grâce auxquelles BigQuery peut retrouver vos données dans les data centers, quoi. Et ce qu'il faut savoir avec les storage sets, c'est qu'ils sont immutables. C'est leur caractéristique. Ça veut dire quoi, immutable? Ça veut dire que c'est des fichiers qui sont ouverts, qui sont écrits. Une fois qu'ils sont écrits, ils sont committés, on va dire. Enfin, ils sont rendus publics, ils sont accessibles, mais ils ne seront plus jamais ouverts pour écrire quoi que ce soit d'autre. C'est comme ça que BigQuery garantit les, enfin la garantit les accès concurrents, voilà, enfin garantir un certain nombre de choses, que vos données ne sont pas lues à moitié insérées ou ce genre de choses, mais ça a un impact sur les performances, c'est que chaque opération d'écriture force la suppression d'un fichier pour l'écriture d'un nouveau fichier. Même si vous n'avez qu'une seule ligne dans une table de 1 teraoctet. Et donc ça, évidemment qu'on a envie d'utiliser le batch pour pouvoir écrire. Euh, voilà, encore une fois, ça ne coûtera pas plus cher forcément, mais c'est plus pour les performances. Évidemment, il y a des cas où c'est pas possible d'écrire par batch. Des fois, on est sur des cas streaming et BigQuery a une API de streaming pour pouvoir insérer ces données. Le problème de cette API de streaming, c'est qu'elle est payante. Donc, du coup, on pourrait avoir envie de se dire, en fait, moi, j'ai envie de pas payer pour insérer mes données dans BigQuery, donc je vais insérer ligne par ligne avec un connecteur custom qu'on écrirait soi-même. Et ouais, on va rien payer, mais par contre, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez fragmenter vos storage sets à tel point que vous aurez des performances qui seront horribles. Donc là, l'optimisation, c'est en fait plutôt payer la paye de streaming plutôt que de faire un insert gratuit par minute. Donc là, c'est un peu dans la même veine. En fait, n'importe quelle opération d'écriture, que ce soit un delete, un update, un merge ou quoi que ce soit, ça va fragmenter. Donc c'est pour ça qu'on parle de write once, read many, abrégé WORM pour la mémotechnie. Le time travel, c'est une fonction BigQuery que je ne sais pas si vous l'utilisez, mais en gros, vous pouvez requêter vos données dans le passé. Vous pouvez les requêter dans le passé, et en fait, c'est lié à cette histoire de storage sets, parce que quand vous écrivez des données, ça va supprimer un storage set, mais en réalité, ça va le marquer à supprimer. Ça va pas le supprimer tout de suite. Et donc, ça permet, grâce à des timestamps positionnés sur chacun de ces storage sets, en fait, d'interroger des données, de les lire comme si elles étaient dans le passé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, le time travel est activé. C'est pas quelque chose que vous devez activer. Donc c'est plutôt bien a priori. Par contre, vous payez le stockage du time travel. Enfin, les données stockées du time travel, vous les payez. Donc, si vous avez une table sur laquelle vous vous en fichez enfin, vous acceptez le fait que si vous perdez des données, c'est pas grave. Par exemple, si vous faites une opération d'écriture qui supprime tout, c'est pas grave. Parce que ces données-là, elles sont dupliquées, mais que la source de vérité se trouve ailleurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable du fait que ces données-là soient backupées, etc., etc. Eh bien, vous pouvez tout simplement passer ce time travel à zéro, et donc vous éviterez de payer le stockage et vous éviterez de fragmenter les métadonnées, donc ça ira beaucoup plus vite, quoi. Ou alors, éventuellement, vous pouvez augmenter le time travel, mais comme là, on parle d'optimisation de requête BigQuery, je ne sais pas si ça optimise quelque chose.
Autre élément sur BigQuery pour pouvoir bénéficier de meilleures performances dans ces requêtes, c'est tout simplement d'attendre, parce que même si vos métadonnées sont fragmentées, eh bien, le moteur BigQuery va régulièrement passer et va optimiser, en fait, va défragmenter vos datasets fragmentés. Donc, voilà, attendre est une façon d'optimiser ces requêtes BigQuery. Maintenant, je ne sais pas si votre N+1 va accepter que vous lui disiez ça. En réalité, je pense que attendre, c'est plus... Il faut le savoir, parce que si jamais vous faites une opération moche, vous insérez 1 million de lignes une fois, en fait, c'est pas désastreux à vie, quoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de supprimer votre table et de la recréer. Vous pouvez juste attendre et en fait, un jour, ça finira par se défragmenter. C'est plus comme ça, je pense qu'il faut le voir, ce- cette fonction de défragmentation. Néanmoins, donc vous pouvez soit attendre que ça se passe. Il y a certains cas d'optimisation que vous pouvez déclencher à la main. C'est en fait de faire ce qu'on appelle un no-op, donc une non-opération, une opération qui ne fait rien, avec le DML, donc le Data Manipulation Language, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire une opération d'écriture. Voilà, par exemple, je fais une opération d'écriture qui ne fait rien. J'écris 1 là où c'est déjà 1. Par contre, je vise, je vise une partition particulière. Et donc, voilà, enfin, j'ai une source qui disait que, Google en tout cas annonce que si vous faites ça, ça va déclencher un recluster de votre champ. Après, ce truc-là, je pense que ce sera pas forcément utile sur des données qui sont assez vieilles parce que elles seront déjà probablement en fait défragmentées. Par contre, ce sera plutôt intéressant sur des données récentes que vous pensez être défragmentées et que vous voulez défragmenter. Euh, dans la source de Google en question, l'auteur parle d'un clustering ratio entre 0 et 1 accessible sur la table. Donc, ce serait une espèce de donnée que vous pouvez accéder sur la table. Je n'ai pas réussi à trouver où est-ce que cette valeur de clustering ratio se trouve. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça a été supprimé de l'accès au public, je ne sais pas trop. En tout cas, il y aurait un clustering ratio entre 0 et 1 qui vous indiquerait si vous avez intérêt à faire ça ou pas, 1 euh, étant parfaitement clusterisé, enfin parfaitement équilibré, et 0 étant pas du tout équilibré. Voilà, je ne sais pas cette valeur, où est-ce qu'elle peut se trouver. PostgreSQL. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On parle de BigQuery et là, je parle d'une autre base de données. Bien, ce que je veux dire par PostgreSQL comme façon d'optimiser ces requêtes BigQuery, c'est que BigQuery a des use cases qui sont quand même plutôt analytiques, qui sont plutôt, si vous êtes dans le cadre d'insertion en batch ou d'opération d'agrégation sur beaucoup de données. Pour tous les autres cas, bah, en réalité, vous pourriez très bien utiliser une base OLTP. J'ai mis PostgreSQL parce qu'elle est assez populaire, elle a beaucoup de traction, mais n'importe quelle base OLTP fonctionnerait aussi. Euh, Parce que, notamment, en réalité, la moindre requête que vous faites dans BigQuery, si par exemple vous lisez des données qui sont, vous lisez 10 kilooctets de données par requête et vous faites 1 million de requêtes par jour, eh bien vous paierez 10 mégaoctets par requête enfin 10 mégaoctets minimum de données lues. Mais ça va plus loin. En réalité, vous paierez 10 mégaoctets par table par requête. Donc si vous faites une jointure entre deux tables qui font chacune 10 mégaoctets, vous paierez en réalité 20 mégaoctets de données lues. Donc ça, c'est pas très très grave si vous avez un faible nombre de requêtes, parce qu'en réalité, 10 mégas, c'est pas tant que ça par rapport au pricing BigQuery. Je crois que le pricing BigQuery, c'est 5 dollars pour chaque 1 téraoctet de données lues. Donc c'est pas énorme, mais ça peut avoir des impacts si vous avez une grosse volumétrie d'appels. Voilà, et en réalité, il y a un piège, enfin, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a un piège, c'est de penser que BigQuery, c'est une solution à tout. Je
tu vois, dans des boîtes, des fois, il n'y a juste pas besoin de BigQuery en réalité, mais c'est quand même ce qui est utilisé. Et pour appuyer ce que je dis là, parce que vous allez me dire, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on scale? Comment est-ce oui, d'accord, PostgreSQL, c'est très bien, mais les performances alors, quand j'aurai 100 téraoctets de données, comment est-ce que je ferai, etc., etc. Eh bien, je vous renvoie aux propos de Jordan Tigani. Donc, Jordan Tigani, c'était un des ingénieurs qui a fondé BigQuery, qui a été tech lead sur le projet. Et il raconte qu'un jour, il y a eu une rencontre entre Google et Gartner. Et lorsque Google voulait faire de la promotion pour BigQuery, et ils ont annoncé, coucou, nous, on a une super technologie qui permet d'interroger des pétabits de données, des pétabytes de données. Et en fait, Gartner leur a répondu, ok, c'est très bien, sauf que nous, on a les études. Et en fait, la plupart des entreprises B2B ont maximum 1 Tera de données dans leur data warehouse, et ça n'augmentera pas, parce que c'est déjà au max. Et en B2C, c'est maximum 10 Tera. Enfin, non, attention, c'est souvent capé à 10 Tera. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des entreprises qui vont bien plus loin que 10 Tera, qui vont de l'ordre du pétabyte. Et oui, BigQuery est particulièrement adapté pour ce genre d'ordre de grandeur. Par contre, alors BigQuery est aussi adapté pour ces ordres de grandeur-là pour d'autres raisons, mais il se trouve que 1 terabyte, en fait, PostgreSQL peut largement tenir cette volumétrie de données, et en fait, vous ne grossirez pas plus que ça. Et d'ailleurs, en fait, Jordan Tigani déclare qu'il a passé pas mal de temps à étudier les données clients des clients BigQuery, et en réalité, il retrouve à peu près ça, hein. Donc, il ne peut pas donner de chiffres parce que c'est des données sensibles, mais il dit que globalement, ouais, c'est ça, quoi. Les fonctions d'approximation, donc il se trouve que la plupart du temps, on utilise par réflexe la fonction count ou la fonction count distinct ou ce genre de choses. Donc, il se trouve qu'il existe des fonctions dans BigQuery qui permettent d'approximer les résultats, et c'est des augmentations de perf qui sont pas trop mal, et notamment la fonction hyperloglog qui est assez prisée, enfin en général des gens qui veulent faire des approximations. Bon voilà, ça se prend, évidemment, c'est à utiliser quand il n'y a pas besoin d'avoir une précision très grande. On est sur les dernières optimisations, il en reste plus beaucoup. Ça, c'est, je pense, la plus grosse des dernières. Donc les clés étrangères. Il est possible dans BigQuery de spécifier au moteur que certaines lignes sont des clés primaires ou des clés étrangères. Ça permet au Query Optimizer, qui optimise énormément de choses, d'avoir un élément de plus pour pouvoir faire des optimisations. Blablabla, je crée des données de test. Globalement, ce que je fais, c'est que je crée deux sets de données distincts. Un avec des clés primaires et étrangères, l'autre sans. Et en fait, j'ai juste 2 colonnes ID avec des données de 1 à 1 million. Voilà. Et dans un cas, il y a une clé primaire, dans l'autre cas, il n'y en a pas. Ce que je précise quand même, c'est que là, j'utilise la syntaxe primary key not enforced. Pourquoi? Parce que même si vous pouvez spécifier que ce sont des clés primaires ou étrangères, c'est bien expliqué dans la doc que BigQuery ne s'occupe pas de vérifier ça, comme on peut l'avoir l'habitude dans d'autres systèmes de base de données. C'est juste un titre indicatif, et c'est à vous de faire attention à ce que les clés primaires et étrangères aient bien leurs contraintes d'unicité. Si vous ne le faites pas, vous allez écrire des requêtes qui vont retourner des résultats qui seront faux, tout simplement. Donc voilà, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, on reprend un script avec une requête qui fait en gros une jointure sur la colonne clé primaire, clé étrangère, blablabla, exécution de 100 fois ce truc-là. Et puis, donc là, c'est 100 clés primaires. Et ça, c'est avec clé primaire, clé étrangère. Et on trouve un résultat qui est assez surprenant. Et l'idée, c'est que, eh bien, contrairement à ce que la doc Google annonce, je trouve un résultat négatif. Donc, je trouve que
eh bien, les clés primaires et étrangères vont diminuer les performances. J'ai essayé de chercher, de creuser, je ne trouve pas de façon de mettre en évidence que les clés primaires, clés étrangères augmentent les performances. Donc l'optimisation, ce serait de ne pas utiliser de clés étrangères. C'est un peu bizarre dit comme ça. De toute façon, les clés primaires étrangères, voilà, il y a quand même des risques d'erreur. C'est difficile à s'approprier. Donc pour l'instant, enfin, j'espère que ça va évoluer et que on aura peut-être dans le futur des perfs meilleurs grâce à ça. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre en évidence de cas. Peut-être que vous en aurez. Bah, contactez-moi si vous trouvez des cas où vous optimisez des clés étrangères. Les perfs avec des clés étrangères, contactez-moi. Top 10, tout simplement, technique, hein, on va chercher les requêtes qui consomment le plus avant d'essayer d'optimiser des choses qu'on pense être des choses à optimiser. En fait, c'est bien de l'objectiver avec des chiffres. Et notamment, vous pouvez trouver dans la table information schéma, vous pouvez trouver la quantité de, de données, enfin d'octets facturés. Vous pouvez aussi trouver le temps de chaque requête. Et donc, vous pouvez tout simplement faire des top 10 et vous rendre compte que de ce qui ne va pas. Donc là, on est sur les requêtes que vous voyez ici, c'est des requêtes de test sur un projet de test. Total bytes processed 9, évidemment, j'avais aucune donnée. Par contre, c'est intéressant, c'est qu'on retrouve cette valeur. C'est la valeur minimale d'octets facturés, c'est 10 mégas. Enfin, à peu près 10 mégas, quoi. Voilà, donc bah, écoutez, toutes ces optimisations, si vous voulez les retrouver, j'ai pris 3 sources d'informations principales, la doc de BigQuery, le blog de Google sur les articles BigQuery, et la plus importante, c'est ce bouquin qui est assez intéressant si vous voulez creuser BigQuery. Voilà. Avant de finir, alors j'avais promis un truc dans l'annonce de cette conférence. J'avais dit, bah, en gros, si vous assistez au live, vous pourrez gagner. Donc là, c'est quasiment la fin, hein. Vous pourrez gagner, j'avais dit, 45 minutes de consulting avec moi. Je ne sais pas si ça intéresse des gens. Dites-moi si ça vous intéresse. Mettez un emoji pour me dire si ça vous intéresse. Je peux vous répondre à vos questions à vos questions techniques, à vos questions data engineering, à vos questions négociation avec votre ESN. Euh, Après, si ça intéresse personne, bah du coup, tant pis, on fait 100. Euh, j'entends que personne réagit, donc bah écoutez, du coup, the end, voilà. 16 façons et plus d'optimiser vos performances sur des requêtes BigQuery. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci JB en tout cas. Talk très intéressant. Il y avait pas mal de questions là. Donc en fait, je voulais qu'on Ah, prenne la vache! peut-être. Ouais, je voulais qu'on prenne peut-être 15-20 minutes peut-être pour faire quelques échanges et aussi que les personnes puissent poser un peu les questions. Parce que le talk suscite de l'intérêt et justement les personnes veulent en parler, échanger, poser des questions, justement te Ah, poser des vas-y, questions. hein, vas-y. Donc du coup, j'avais noté pas mal de choses. Si je balaye un petit peu ce que j'ai noté, il y avait un moment, tu avais parlé d'1 giga. Je crois que Caïs t'avait un peu repris sur plutôt 10 gigas. Je ne sais pas si Caïs, tu Ah veux ouais. dire un mot là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, la doc BigQuery là-dessus, c'est plutôt 10 gigas. J'ai envoyé le lien de la doc officielle. Pour les partitions, hein, Ah, c'est si tout je me à fait. rappelle bien. Exactement. Donc voilà. Ensuite, j'ai Damien qui a demandé, est-ce que... Ah, mais il a eu sa réponse, je crois, par Axel Thévenot. Il demandait, est-ce que le cache fonctionne lorsque la table requêtée a été mise à jour entre les deux requêtes. Donc, je pense que tu as eu ta réponse, Damien. Je ne sais pas si tu veux en parler quelques minutes. Ou Damien n'est peut-être plus là, mais c'est pas grave. Alors oui, Euh, pour répondre, oui, évidemment que si en fait, BigQuery détecte s'il y a des écritures depuis la requête qui a été cachée, et si c'est le cas, bah, le cache n'est pas utilisé. n'est pas utilisé, effectivement. Ouais, ouais.
Donc, derrière, il y avait une question d'Ibrahima, mais pareil, il a demandé si la requête est sur une table, enfin, sur une vue qui, elle, pointe vers une table. Est-ce que le cache marche? Et je pense que la réponse, c'était, moi, je te laisse répondre, JB. Attends, répète. Alors, si la requête, elle tape sur une vue qui elle-même, bah, forcément, une vue, ça va taper sur une ou plusieurs tables, est-ce que le cache Ah, fonctionne? ok. Alors, c'est vrai que dans ce talk, j'ai omis quelque chose. J'ai pas parlé des vues. Oui, Donc, les vues, je connais pas très bien le sujet. ouais. Il y Donc, avait aussi les materialized views aussi, qui étaient assez intéressantes dans oui. BigQuery, dans Mais certains en fait, cas. je sais pas, en fait, je trouve des sources d'informations contradictoires. C'est-à-dire que je sais pas, en fait. Je sais pas sur les vues. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'Axel avait répondu, c'était que bah, si les tables qui sont pointées par les vues ont changé, bah, le cache n'est plus valable, en gros. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Bah, j'imagine Ouais, que c'est oui. ça, Ouais. ça détecte les changements directement derrière sur les tables sous-jacentes. Et pour les vues matérialisées, effectivement, c'est une bonne façon de faire un cache par soi-même, on va dire. Le problème, c'est que c'est super limité, on peut pas faire d'autojointure, on peut pas faire de fonction analytique. C'est un peu difficile de jouer avec, donc c'est quelque chose qui, de mon côté, est difficile à standardiser. Mais très bien Ouais, pour du BI. ouais, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est assez limité pour l'instant, les vues matérialisées, effectivement. Alors ensuite, j'avais Paul qui avait posé une question. Alors, c'était plus une affirmation. Il se disait qu'en couplant avec des materialized views, il y avait peut-être possibilité de figer la table sous-jacente pendant un certain temps. Ça revient peut-être un peu à ce qu'on Ça se revient à ce disait. qu'on peut dire, ouais, Ouais. Tu veux en dire plus, Paul, peut-être? non, non, juste, ouais, comme on partait du principe que voilà, il fallait figer la table, je me disais avec des vues matérialisées, c'était peut-être la façon de faire, mais je connaissais pas les limitations sur tout ce qui était analytics, tout ça. Donc, ouais. D'accord. En fait, enfin, je sais plus où est-ce que j'ai lu que les vues matérialisées étaient de toute façon. Enfin, en fait, on relisait à chaque fois les données qui étaient dedans. Alors ça, c'est Enfin, dans les vues classiques. En fait, une ouais, vue classique, c'est une requête SQL, tu vois, que tu vas jouer. Et quand matérialisé, elle c'est est pas. matérialisée, tu as une table temporaire, en fait. Eh ben, je suis persuadé d'avoir lu que matérialisé sur BigQuery, parce que normalement, c'est pas le cas dans d'autres systèmes de base de données, mais sur BigQuery, eh ben, il allait quand même relire. Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler, parce que je me suis dit, je vais dire des bêtises. C'est caché, en Ouais. fait. Ouais. C'est caché. Ah, tu voulais dire, Caïs? Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste rebondir sur les vues matérialisées. En fait, elle a un système propre de refresh tant que la table de base ne change pas. Et de toute façon, une vue matérialisée, de toute façon, te renvoie toujours un résultat à jour. Mais si jamais entre-temps, ta table de base change, elle se comporte comme une vue normale. Ok. Ah, Ah, ok. peut-être c'est ça que j'ai lu Pour alors. moi, tu avais une période où tu pouvais lui dire, ouais, tu te rafraîchis pas pendant 6 heures ou un truc comme ça. Mais, Oui, c'est pour ça, en fait. Elle a un schedule propre à elle. ouais. Mais si entre-temps, en fait, toi, tu la requêtes et elle, vu qu'elle requête une table de base, et Ah, la table ok. de base change, elle se comporte Mhm. comme une vue normale. Ok. Ok. Et Mourad, que tu voulais poser une question? Ouais, merci Mazloum. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Euh, très bien. ouais, déjà merci Yves pour la présentation. Je voulais juste revenir sur le pricing, comme l'a évoqué Axel. En fait, effectivement, il y a deux branches de pricing, un sur le stockage et un sur le compute. Mais effectivement, sur le compute, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que il y a la on-demand et le capacité en mode capacity selon les éditions standard, enterprise, enterprise plus, etc. En fait, tout ce paramétrage-là devient depuis un moment, en fait, fait partie d'un peu de l'optimisation des coûts, notamment au niveau des équipes FinOps. FinOps, ils jouent beaucoup là-dessus. Et notamment sur les slots que tu as évoqués, où c'est on va dire une unité de processing par temps, par seconde ou par heure. Eh ben, effectivement, si on a des requêtes qui se jouent tout le temps de la même manière et si on peut prévoir cette capacité, on peut gagner énormément et de temps et d'argent. Voilà. Et par rapport à la partie alors BigQuery, BI Engine, petit retour de mon côté. En fait, on a
déjà que ça a un pricing à part, mais c'est surtout que on n'a pas vu l'intérêt. Honnêtement, on l'a testé sur pas mal sur des outils de data vise et finalement une optimisation classique sur BigQuery, ça marche mieux. En tout cas, c'est enfin, mon retour d'expérience. Peut-être que je l'ai mal utilisé, mais on n'a pas réussi à avoir l'intérêt de BI Engine. Ok. Après, BI Engine, voilà, c'est un cache en RAM. Donc, il faut que les requêtes qui soient jouées soient les mêmes pour que ça fonctionne. Si tu as un dashboard sur lequel les gens font tous des requêtes différentes, Voilà, je sais pas. tout à fait, effectivement. Si on a des dashboards où on sélectionne un peu les paramètres pour filtrer, pour voir un peu, ce qui est généralement l'usage des dashboards en BI et en analytics. Mm. Et au final, du coup, voilà. En tout cas, merci pour la En fait, presse. ça va peut-être, le BI Engine, ce que ça va peut-être faire, c'est que ça va accélérer ton premier chargement du dashboard. Celui sur lequel avec les paramètres sont par défaut, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, Mohamed. Du coup, salut tout le monde. Je suis à l'RER, du coup, il y a un peu de bruit. Et moi, j'ai une question un peu simple. J'ai rejoint une mission récemment et j'ai vu qu'il y avait l'habitude d'utilisation du cluster by sur des colonnes ID, mais qui sont uniques. Et je trouvais ça bizarre et je voulais savoir pourquoi on peut faire des cluster by sur une colonne avec des ID uniques. Moi, je trouvais ça bizarre, mais je Avec voulais des voir en ID quoi ça peut uniques. servir sur Ah, l'optimisation. bah, J'ai- je vais partager. Là, vous me voyez? Oui. Ouais. En gros, le cluster by, c'est... Enfin, tu vois ce que c'est un index? Ouais. Bah, en gros, c'est un peu un index, mais de façon... enfin, par des gros blocs, quoi. Tu as un bloc avec toutes les valeurs de 1 à 100 et un bloc avec toutes les valeurs de 1 à 900, etc., etc. Exactement. Et donc, en fait, tout simplement, dans BigQuery, la base de tout, c'est que moins tu lis de données, moins tu payes et plus c'est rapide. Enfin, pas forcément plus c'est rapide, mais moins tu payes. Et donc, bah, voilà, tout simplement. En fait, même si tes valeurs sont uniques, le fait qu'elles soient entre 1 et une autre valeur, BigQuery le sait avant de lire les données. Je sais pas si ça répond. Ok, du coup, c'est normal d'avoir des blocs de une ligne. Non, c'est-à-dire qu'en fait, tu auras, je sais pas moi, tu auras peut-être 10 blocs, mais chacun aura des valeurs enfin, ce sera borné. Ah, ok, je vois. Même si, même si c'est unique, il va les mettre dans le même bloc, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Ok, ouais. Je Juste connaissais pas ça. pour rajouter une information pour toi, Mohamed, en fait, il va réordonner ça d'une façon standard, hein, en ascend et en descend, et du coup en lecture, il sait que déjà, dès le moment où il arrive à sa valeur, il va pas aller plus loin. Donc typiquement un ordre alphabétique croissant, et du coup par exemple toutes les valeurs qui commencent par une lettre M, il sait que bah ils arrivent au bout, il va pas aller chercher plus loin. Est-ce que ça répond à ta question, Mohamed? Ouais, merci beaucoup. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions importantes, Mazloum? Bah après, peut-être une dernière question, je pense. Est-ce que Vas-y. vous avez peut-être une dernière question à poser? J'ai pas eu le chat en fait, hein. C'est difficile de lire le chat. Ouais. Bon, je pense qu'on est bon en vrai. Je pense qu'on est bon. De toute façon, en réalité, si les personnes veulent échanger avec toi, ils peuvent te contacter également sur LinkedIn ou autre. Et donc, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Posez Ouais, les questions en commentaire des posts. exact. Voilà. Ok, bah du coup, je vais poster les slides ce soir, Ok. là, juste après. Ok, nous, on vous partagera la vidéo depuis notre chaîne YouTube. Donc, on a une Et chaîne YouTube Groupe Biz et on vous partagera tout ça sur les réseaux. ouais, donc le replay, donc il y aura un replay, évidemment, on voulait pas le dire
parce qu'on voulait que vous veniez, mais Ouais. il y aura un replay et il sera sur YouTube, mais il sera aussi sur la page du Meetup ou pas? Oui, oui. On va le mettre oui. en commentaire. Oui, oui, Ouais. on le mettra dans la page du Meetup, effectivement. Ok, bon bah trop bien, bah j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez rien appris, bah tant pis pour vous. Et à bientôt.